École normale supérieure, savoir en multimédia. Alors bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je travaille au départ sur la question de l'islamophobie. Donc je viens plutôt de la socio-histoire de l'immigration, du racisme et des discriminations. Mais comme vous allez le voir et comme vous en doutez, évidemment, c'est une question qui concerne, si ce n'est les classes sociales, au moins la question sociale. Et c'est un petit peu la question que j'essaye de poser là. C'est un travail en cours et c'est une enquête en cours dans le cadre d'un post-doctorat, plusieurs post-doctorats maintenant. Et donc, voilà, je vais essayer de vous présenter mes premières pistes de réflexion et de résultats de terrain. Alors donc, j'essaye d'analyser les débats sur l'islamophobie en posant la question de l'intersectionnalité, puisqu'elle se pose d'emblée en réalité, c'est-à-dire quand on travaille sur la question du racisme et des discriminations qui concernent l'islam et les musulmans, on va dire. Évidemment, la question du genre apparaît d'emblée à cause des débats qui concernent en général les femmes et les femmes portant le foulard. Et évidemment, la question de la classe sociale se pose également, surtout dans le cas de la France, mais aussi dans une perspective comparative, quand on compare justement le profil des populations musulmanes concernées par les débats sur l'islamophobie en France et ailleurs. Donc j'insisterai aujourd'hui sur les classes sociales et je poserai la question, quelle est la place de la question sociale dans ces débats sur l'islamophobie, d'une part dans les discours publics, et là j'irai très vite, dommage que Marouane n'est pas là parce que évidemment il aurait montré comment les blousons noirs sont passés d'une question vraiment sociale à une question ethnicisée, on va dire. Donc là ça aurait fait écho, mais voilà, j'imagine que vous pouvez faire l'écho avec moi. Et ensuite je poserai la question des discours des organisations antiracistes, puisque c'est le début de mon terrain, et de la manière dont ces organisations antiracistes, qui sont concernées au premier plan par la question de l'islamophobie, intègrent la question sociale dans leur réflexion, leur interprétation de ce qu'est le racisme et dans leur lutte. Alors, premièrement, l'intersectionnalité. Pourquoi l'intersectionnalité est intéressante? Pour poser la question du religieux, notamment. Donc, évidemment, l'islamophobie va être définie par beaucoup d'auteurs dans le cadre de la sociologie du racisme, mais considérée évidemment comme un racisme culturel ou un néo-racisme, pour reprendre l'expression d'Étienne Balibar. Elle revêt néanmoins une spécificité, vous vous en doutez, et ça fait partie de mes réflexions, par rapport à l'hostilité qui va viser la religion en tant que telle, si bien que les auteurs qui travaillent sur le sujet disent que la liberté de critiquer les religions va masquer des discours en réalité anti-musulmans et qui peuvent s'apparenter à des processus de racialisation de ces populations. D'autres personnes qui travaillent notamment sur l'extrême droite montrent qu'on est là dans une nouvelle haltérophobie, la dernière, on est passé des discours anti-immigrés aux discours anti-musulmans, et qu'on est là face à des formes d'exclusion d'un autre racialisé, si bien que pour ma part, j'utilise le concept d'altérisation, puisque justement, il permet d'imbriquer et de croiser les différents rapports sociaux inégalitaires en ce qui concerne l'islamophobie. Et du coup, j'en arrive à penser la question de la discrimination au sens large, puisque, pour paraphraser Didier Fassin, la discrimination établit une sorte de chaînon manquant entre le racisme et l'inégalité, là où chacune avait l'autre pour point aveugle avant. Donc on est au croisement entre la dénonciation du racisme et la critique des inégalités, si bien que la lutte contre la discrimination, qui est un combat de droit, est aussi un combat politique. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de discrimination indirecte ou de discrimination systémique, institutionnelle, quand un groupe de la population a notamment un taux de scolarisation, un niveau économique, un inégal accès à différents secteurs de la vie sociale, on se trouve face à des discriminations systémiques. Et du coup, là, on croise, aisément en tout cas dans le cas des populations musulmanes en France, les questions des inégalités sociales et les questions des discriminations raciales ou sur la base de la religion, de l'appartenance religieuse, supposée ou réelle d'ailleurs. Donc évidemment, dans cette focalisation qui m'intéresse moi de la discrimination raciale, à aucun moment je n'oublie les logiques économiques et sociales qui sous-tendent évidemment ces mécanismes-là. Alors bon, là aussi, pour reprendre des travaux plus récents qui ont été faits sur le fait que la question sociale est une question raciale en France, puisqu'évidemment on a une coïncidence entre les populations qui sont visées notamment par l'islamophobie, dans mon cas, donc des populations issues de l'immigration postcoloniale, et les classes populaires. Donc là, la coïncidence est quand même assez facile à faire. Parallèlement, je travaille sur le terrain canadien, et là, pour le coup, la question sociale va avoir une autre place. Donc
la contextualisation est extrêmement importante, puisqu'évidemment, les populations musulmanes au Canada, mais en Amérique du Nord en général, aux États-Unis, ne sont pas forcément les populations les plus défavorisées d'un point de vue socio-économique, et on a quand même des discriminations sur la base de l'appartenance religieuse. Donc là, c'est important d'avoir un petit peu cette question en tête. Alors, j'en arrive à la question, comment la question sociale dans les discours publics a glissé, dans le cas de la France, d'une question ouvrière à la question immigrée, puis à la question musulmane. Puisqu'évidemment, c'est ce glissement que j'essaye de regarder et de comprendre les logiques internes dans les discours publics. Donc là, on a plusieurs événements, je vous les passe très vite puisque vous les connaissez. Évidemment, en 1989, la première affaire du foulard, qui est extrêmement importante. Les premières émeutes urbaines dans les années 90, ou en tout cas le développement des émeutes urbaines, pas les premières. La première guerre du Golfe, la guerre d'Algérie, puis les attentats de 95. Évidemment, le 11 septembre, qui marque quand même un tournant, et les affaires, toutes les affaires que vous avez dans les années 2000, entre les affaires du voile de 2003-2004 avec le vote de la loi, et évidemment les émeutes de 2005 qui marquent un tournant, notamment pour les chercheurs qui travaillent sur la question des banlieues ou des quartiers populaires, qui considèrent que 2005 est vraiment le moment où on a ethnicisé dans les discours publics la question sociale, en décrivant ces émeutes urbaines comme des émeutes ethnico-religieuses. Donc les populations, les jeunes issus de l'immigration, tout ça entre guillemets musulmans par ailleurs, vont être accusés d'être, en plus de faire partie des classes dangereuses et de la question de la criminalité ou de la délinquance, vont devenir par ailleurs, vont avoir des caractéristiques culturelles attribuées par les discours publics, d'être sexistes, intégristes, responsables d'un retour de l'antisémitisme. Je vous passe toutes ces questions que vous connaissez bien. Et donc la dangerosité des habitants des banlieues va devenir beaucoup plus grande avec cette centralité de la culture et de l'islam qui sera mis en avant. Donc clairement, progressivement, on va dire dans les 20 dernières années, les discours publics, médiatiques et politiques vont tendre à un effacement de la question sociale au profit d'une logique culturaliste dans la description des quartiers populaires, avec la dimension de l'islam qui en fait va se retrouver au centre des problématiques. Alors, juste pour vous donner un exemple, on pourrait le faire avec plusieurs termes, mais tous les discours sur la question du communautarisme sont extrêmement révélateurs de ce glissement entre la question sociale et la question, on va dire, ethnique ou ethnico-religieuse, comme vous voulez. Donc, comme je vous l'ai dit, le tournant de 2005 avec des émeutes sociales qui vont être traduites comme des émeutes ethnico-religieuses, et le développement à ce moment-là de discours anticommunautaristes. Pour vous donner qu'un exemple que cite Sylvie Tissot dans un très bel article sur justement le communautarisme, ou le développement de ces discours-là. Donc en juillet 2004, on va avoir un rapport de la Direction centrale des renseignements généraux qui va être extrêmement médiatisé et qui va marquer une espèce de moment clé dans cette rhétorique sur le repli communautaire des quartiers dits sensibles, donc en fait les quartiers populaires, toujours, où le rapport, l'enquête, va montrer qu'il y a plusieurs critères qui montrent ce repli communautaire. Alors, les critères, je vous les cite, ils sont assez intéressants. Évidemment, le nombre important de familles d'origine immigrée, la pratique parfois de la polygamie, un tissu associatif communautaire, la présence de commerce ethnique, la multiplication des lieux de culte musulmans, le port d'habits orientaux ou religieux, les graffitis antisémites et occidentaux, et l'existence au sein des écoles de classes de primo-arrivants qui ne parlent pas français, et enfin la difficulté à maintenir une présence de Français d'origine. Évidemment, ces critères cités dans le rapport montrent bien comment on met l'accent sur des comportements, des mentalités jugées mauvais, des fois on ne sait pas pourquoi, ils sont jugés mauvais, et qui vont occulter évidemment ce qui est le plus marquant à ce moment-là dans ces quartiers-là, le chômage, la précarité, la crise économique, les inégalités, donc là je n'ai pas besoin d'en rajouter. Donc évidemment, s'il est important de continuer à discuter la question de la ségrégation socio-économique, il est clair que le label communautarisme vraiment permet d'occulter les causes réelles des problèmes qu'il peut y avoir dans les quartiers populaires. Et c'est là qu'on a... j'insiste sur le communautarisme parce qu'il vise vraiment la question de l'islam et des musulmans. Je pense que c'est vraiment une des rhétoriques très, très prégnantes. Alors on a aussi d'autres termes qui vont aussi arriver et qui servent à ça, la défense de nos valeurs, la laïcité, enfin on peut prendre ça autrement, mais en tout cas le communautarisme est assez intéressant. Alors j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation. Ça va, je vais trop vite ? Non ? Ok. Donc j'en arrive à la deuxième partie qui est donc d'interroger, alors ça c'était les discours publics très rapidement, et alors face à cela, comment réagissent les organisations antiracistes qui d'emblée se saisissent normalement de la question de la lutte contre le racisme
Et donc, on va voir que dans leur manière de penser le racisme, c'est-à-dire comment ils interprètent ce qu'est le racisme, est-ce que c'est une question morale, est-ce que c'est une question sociale, justement, est-ce que c'est une question de système, on va voir que la question de l'islamophobie révèle un peu toutes ces questions. Donc, je vous présente là les premiers résultats d'une enquête en cours qui analyse les 4... Est-ce qu'on voit bien, là? Non, ça va? Ok, qui analyse d'abord les 4 grandes organisations institutionnelles antiracistes que vous connaissez tous, généralistes, on va dire. Donc, je vais commencer, je vous les ai mis pour pouvoir les citer vite fait, que vous voyez un peu les dates et leurs présidents, voilà. Donc, d'abord, je m'intéresse à ces 4 organisations antiracistes et ensuite aux nouvelles organisations qui se sont mises en place. J'en parlerai juste après. Alors, j'interroge donc bon, c'est une enquête de terrain ethnographique classique, hein, où je fais des observations, des entretiens avec des responsables de ces organisations et où j'analyse évidemment toute leur documentation. Et donc là, j'ai essayé de regarder dans mes recherches comment la question sociale, était posée par ces organisations. Alors, commençons par la Ligue des droits de l'homme, puisque c'est la plus ancienne. Donc, elle est née dans le contexte de l'affaire Dreyfus. C'est le moment où la question raciale va se politiser en France et va émerger un courant antiraciste dans le sens moderne. Et donc, évidemment, la LDH est considérée comme la première organisation antiraciste qui va connaître une longévité, un certain écho. Et elle va tout de suite inscrire son combat contre le racisme dans un combat pour la liberté et l'égalité. Si bien que dans les années 80-90, 1980-90, elle va s'intéresser très vite à la situation faite aux immigrés. Et dans le contexte de la crise économique, elle va définir la citoyenneté sociale pour lutter contre les nouvelles formes de pauvreté, les licenciements, le droit au logement, aux soins, la lutte contre l'exclusion et les inégalités sociales. Donc on voit tout de suite que la LDH s'inscrit dans un combat antiraciste qui est aussi un combat contre les inégalités sociales. Plus récemment, elle s'intéresse également aux questions d'intersectionnalité, ce qui est assez intéressant, en définissant des champs de lutte qui lient la question de la liberté, la question sociale, l'égalité homme-femme et la diversité plus généralement. Alors, pour ce qui me concerne moi, pour ce qui m'intéresse moi, pardon, quand il est question de laïcité, de voile ou d'islam, la LDH va dénoncer systématiquement la stigmatisation d'une population et les inégalités sociales qu'elle subit déjà. Donc, le lien est systématiquement fait dans les communiqués de la LDH du fait que tous ces débats autour de l'islam sont une sorte de diversion pour ne pas traiter des problèmes économiques et sociaux et de ce que subissent ces mêmes populations visées par ces débats dans les quartiers populaires. Donc là, c'est assez clair. Alors ensuite, j'en arrive à la LICRA, qui là a une toute autre approche de ce qu'est la lutte antiraciste. Donc elle est née en 1927, je vous passe les détails. Et elle demeure jusqu'à aujourd'hui intéressée surtout par la spécificité de l'antisémitisme et par un discours qui veut montrer la continuité d'une spécificité de l'antisémitisme, même si elle affirme s'intéresser à toutes les formes de racisme. Alors, la LICRA parle assez peu d'inégalités sociales, sauf pour dénoncer en fait que ces dernières sont les causes des actes antisémites dans les banlieues. Donc, je vous cite le président de la LICRA en 2012, donc très récemment. Ouvrez les guillemets, les difficultés sociales en banlieue sont source de tensions communautaires. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui presque toutes les agressions antisémites sont commises par des musulmans. Je parle de tensions sociales bien plus qu'idéologiques. Dans les quartiers populaires, beaucoup de gens sont frustrés par les inégalités sociales, par les problèmes de logement, d'emploi et de sécurité, d'où la construction d'un bouc émissaire. Donc là, on voit bien la logique qui explique qu'en fait, le racisme viendrait de la frustration sociale pour se créer un bouc émissaire. Et donc, c'est avec la même logique argumentaire qu'aujourd'hui, la LICRA défend assez naturellement, finalement, le concept de racisme anti-blanc qui fait énormément de débat. Donc, le racisme est vu comme, surtout, des préjugés, un défouloir contre les problèmes sociaux, même si, quand même, il faut le dire, la LICRA dénonce, de manière un peu abstraite, la persistance de discrimination à l'embauche, au logement, à l'entrée dans les établissements de nuit, qui frappent toujours les mêmes populations. Mais, donc là aussi, je cite les déclarations de la LICRA, mais là, les mêmes populations qui sont visées par ces inégalités d'accès ne sont pas citées nommément. Donc là, on ne sait plus de qui il s'agit. Alors, pour SOS Racisme, je suppose que vous connaissez cette histoire, 1984, donc là, je ne l'ai pas fait chronologiquement, vous verrez pourquoi. Donc, on a... alors, SOS Racisme, ce sont des militants d'extrême gauche qui sont passés au Parti socialiste et qui, en fait, prennent la cause antiraciste
pour laquelle un large consensus va être possible à ce moment-là à gauche. Et donc c'est une cause inattaquable, si bien que justement on voit bien la manière dont SOS Racisme va penser cette question dès le début, en tournant le dos à la question sociale et aux revendications d'égalité des marcheurs, puisque SOS Racisme s'inscrit dans la continuité de la marche pour l'égalité, ce qu'on a appelé la marche des beurs, de manière fausse. Et donc elle va tourner le dos ces revendications d'égalité, puisque la marche des beurs pour l'égalité contre le racisme, faisait justement ce lien entre des demandes d'égalité et la lutte contre le racisme. Donc SOS Racisme fait l'inverse. Et jusqu'à aujourd'hui, on a, chez SOS Racisme et chez la LICRA, on le voit dans les rapports de la CNCDH par exemple, et dans les entretiens que j'ai pu faire, lorsqu'il est question d'islamophobie, donc de discrimination à l'encontre des populations musulmanes, il est rétorqué systématiquement, le réel problème vient de l'intégrisme, donc le problème des banlieues c'est l'intégrisme, et l'autre problème des banlieues c'est la montée de l'antisémitisme et du sexisme. Donc on est vraiment dans un inversement en tout cas par rapport à ce que dit la LDH et le MRAP auquel j'arrive. Donc le MRAP, pour sa part, est né pour le coup de militants engagés dans la résistance. Et là, on voit bien la manière dont cette organisation inscrit la lutte contre l'antisémitisme dans une perspective plus vaste, notamment de lutte contre le racisme colonial, et c'est très important, puisqu'à partir des années 70, on aura ça dans la LDH aussi, on a vraiment une concordance des luttes contre le racisme en France et des causes anticoloniales, on va dire, de la décolonisation. Et avec une relation avec le mouvement ouvrier, puisque le MRAP est dès le début très proche du Parti communiste. Donc cette inscription dans le mouvement communiste et ouvrier fait un lien direct entre la question sociale, raciale et coloniale. On voit tout à fait une autre perspective. Donc selon le MRAP, le racisme prospère sur les inégalités, ce qui explique qu'il va que l'organisation va soutenir des luttes visant à faire reculer les problèmes sociaux, etc. Donc on voit bien la perspective. Alors le MRAP, depuis les années 2000, connaît une crise très importante, notamment autour du concept d'islamophobie et de la construction de l'islamophobie. Je ne peux pas m'attarder là, mais c'est extrêmement intéressant. En tout cas, les ponts qui avaient été faits entre des militants de l'extrême gauche au MRAP avec des mouvements de l'immigration ou des organisations musulmanes va commencer à être mis à mal, notamment autour de cette question de l'islamophobie qui va déchirer l'organisation. Et aujourd'hui, ce combat-là, on peut dire qu'il a échoué puisque le terme devient marginal et la mise à l'agenda de la spécificité d'un racisme anti-musulman va être mise de côté. Et ce qui explique aujourd'hui la mise en avant, alors avec beaucoup de débat du concept de racisme anti-blanc aussi. Donc on voit en fait que le MRAP est vraiment déchiré entre une lecture du racisme qui était autrefois une question de système, de domination, d'oppression liée à la question sociale, comme le ferait, comme historiquement, mais qu'aujourd'hui il va plutôt se baser sur la lutte contre les préjugés. En tout cas, c'est des critiques internes qui sont faites au MRAP en ce moment, donc on est vraiment dans un tournant. Ok, j'en arrive, il me reste 3 minutes, je crois que je vais y arriver, aux nouvelles organisations qui se sont créées. Donc les difficultés d'imposer les luttes contre l'islamophobie vont dépendre de la reconnaissance et de la légitimation des revendications de groupes stigmatisés qui tentent de construire des luttes conjuguées contre le racisme et contre les inégalités sociales. Donc vous voyez tous les mouvements à la fois issus des mouvements des quartiers populaires, des mouvements de l'immigration, ce qu'on appelle les mobilisations des immigrés et de leurs descendants, et des mouvements antiracistes. Donc on va avoir cette tentative de convergence avec les mouvements intermondialistes et de gauche, notamment au moment du Forum social européen à Saint-Denis en 2003, mais ça va échouer notamment sur la question du voile, avec la difficulté simplement dans les réunions d'avoir des femmes qui portent le foulard. Ensuite, les débats sur l'islamophobie et le voile vont aussi être pollués, on va dire, par les accusations de communautarisme qui vont être lancées contre les organisations antiracistes qui s'allient à des organisations musulmanes. Je ne sais pas si on pourra y revenir dans la discussion, si bien que les nouvelles organisations vont tenter un mouvement politique autonome autour du Forum social des quartiers populaires à partir de 2007, mais là aussi, en tout cas, c'est un processus et ça a forcément un succès tout de suite. Alors, je n'ai pas le temps du coup de vous parler du mouvement des indigènes de la République, qui est important, qui est devenu le parti des indigènes et qui a essayé d'imposer la question de lier justement la question coloniale, la question sociale et la question raciale réellement, et qui ne va pas non plus pouvoir mobiliser autour de lui, même si les questions politiques qu'il pose vont quand même se diffuser. Et donc, on va voir que cette difficulté à allier les organisations antiracistes traditionnelles et les nouvelles va
aboutir à la création de nouvelles organisations qui ont plus de légitimité, comme le collectif contre l'islamophobie en France, dont il faut suivre aujourd'hui les actions et qui est extrêmement intéressant, ou d'autres groupes de ce type-là qui focalisent vraiment sur une cause. Et je conclus. Ça va ? Alors, donc comme je voulais, donc vraiment très rapidement, la question sociale va se diluer dans les discours publics pour, en tout cas autour de la question des banlieues, des quartiers populaires et de l'islam. Et la manière de penser le racisme va influer les positionnements des organisations antiracistes quant à la prise en compte de la question sociale. Donc là, je ne vous le résume pas puisque je vous l'ai déjà dit. Et il est vrai que, par exemple, l'évolution récente du MRAP est extrêmement symptomatique à analyser par rapport à ça, pour voir comment la vision du racisme, en fait, aboutit à vraiment une vision de comment les discriminations, en fait, s'inscrivent dans la lutte contre les inégalités sociales en général. Merci. Voilà, merci.